Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Touche pas à mon compteur avec Maude Bigan. Bonjour Maude. Et bonjour Florian. Aujourd'hui on va parler robotisation, tu vas faire un lien avec l'assurance chômage, tu vas parler du secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire. Et oui, robotisation de tout ça en fait. Voilà. Par exemple, automatisation des usines en Asie par exemple. Entre autres, oui. Tu vas donner un exemple aussi pour Cash Investigation. Tu vas citer aussi un bouquin de l'entreprise. Deux bouquins. L'entreprise Amazon et le second Le Monde selon Amazon, donc Ouais. de Benoît Berthelot. Et le deuxième, c'est aussi sur Amazon. Les deux sont très intéressants, je vous les recommande. Jean-Baptiste Mallet en Amazonie. C'est pas les mêmes C'est auteurs. pas exactement le même point de vue, c'est pas les mêmes auteurs. Voilà, mais D'accord. on en parlera effectivement. Amazon étant emblématique de ce mouvement de robotisation qui détruit les emplois, effectivement. Tu as parlé aussi des émissions un peu précédentes, je crois que c'était en, je sais plus, en août ou sur le Tititainment. Oui, complètement. Et je propose de commencer par ça d'ailleurs, parce qu'effectivement, quand on y pense, donc on a évoqué au cours des semaines précédentes cette réforme de l'assurance chômage qui culpabilise, on va dire, les chômeurs parce que sous prétexte qu'ils seraient payés trop en allocation, ça ne les inciterait pas assez à rechercher un emploi dans un contexte pléthorique, voilà, puisqu'on nous dit qu'il y a 700 000 emplois sur la base de Pôle emploi, sachant que parmi ceux-là, il y a des doublons, il y a des boulots à temps partiel, etc. Et qu'on a 6 millions de chômeurs. Donc même, admettons que ces 700 000 emplois soient vraiment des emplois intéressants et en tout cas à plein temps et qui soient effectifs et pas juste des doublons pour certains, ça laisserait quand même 5 300 000 personnes sur le carreau. Donc on est quand même très loin de quelque chose de pléthorique. Tu sais si les gens se rendent compte actuellement de cette nouvelle réforme, que ça peut impacter Pour le moment, pas tant que ça, je pense. parce que ça a été annoncé. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme d'habitude, ils font ça de façon progressive. Donc, une première application, c'est au 1er novembre. Ça va réduire pour certaines personnes la possibilité d'avoir accès aux allocations chômage. Mais ça ne va pas toucher, dans un premier temps, les personnes qui sont déjà au chômage et qui touchent certaines sommes. Par contre, au 1er avril, excusez-moi du peu, au 1er avril, eh bien, vous allez avoir là de plein fouet une réduction pour ceux qui sont au chômage de leur allocation. Et c'est là que les gens vont vraiment se rendre compte, je pense, du coût que ça représente. Du coût COUP. Voilà. Et du coup, de ce qui sort de leur portefeuille ou de ce qui ne rentre pas, effectivement. Alors, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je pense qu'effectivement, il faut souligner l'hypocrisie qu'il y a à organiser, à orchestrer, comme on va le voir d'un point de vue mondial, une réduction des emplois disponibles à travers essentiellement une mécanisation et une robotisation croissante et parallèlement à accuser les chômeurs finalement de leurs maux. Rappelons ce qu'on a évoqué déjà pendant une émission donc en août dernier. On a fait une trilogie donc à partir du 8 août, les 3 émissions que je vous invite à réécouter du 8 août, du 15 août et du 23 août sur une sorte de manuel, on va dire, de décryptage de l'information et des politiques. Une première chose importante, c'était le concept de Tititainment. Alors le Tititainment, c'est un peu du pain et des jeux, hein, comme à la romaine, si vous voulez, qui avait été lancé par Zbigniew Brzezinski, qui est en fait un membre de la commission trilatérale et ancien conseiller de Jimmy Carter, à l'occasion du premier forum international sur l'état du monde à San Francisco en 95. C'est un Américain. C'est oui, d'adoption évidemment. Et donc en fait, tel qu'expliqué par Jean-Claude Michéa dans son livre L'enseignement de l'ignorance, on y voit que les 200 et quelques personnalités du monde politique mondial et du monde économique qui étaient invitées à ce premier forum international sur l'état du monde avait convenu que au XXIe siècle, en fait, à peu près seulement 20% de la population mondiale serait nécessaire pour faire tourner l'économie et que donc on se retrouvait avec 80% de personnes oisives, en fait, de personnes sans travail, puisqu'ils ne pouvaient pas en trouver vu qu'il n'y en aura pas, puisqu'ils seront robotisés. Et donc, pour calmer cette foule potentiellement, évidemment, rebelle, eh bien, il était défini qu'il fallait leur donner du pain.
et des jeux à travers le concept de TT-tainment. Alors, tainment comme entertainment, qui veut dire loisir, donc une sorte de société de loisirs qui leur occupe leur temps de cerveau disponible. Et TT comme tits étant les seins en anglais, entre autres, non pas comme la notion évidemment sexuelle, mais comme la notion d'allaitement permanent. Donc, en fait, l'idée, c'était de leur donner un minimum pour vivre, pour les calmer, et surtout de leur occuper le temps de cerveau disponible en permanence, probablement pour qu'ils ne réfléchissent pas trop et ne remettent pas trop en question le statu quo, et que donc ceci passait par une société de loisirs permanente. Voilà, une société notamment visuelle. Hein. Je pense évidemment à tout ce qui est maintenant les écrans à tout niveau et en permanence. Alors, si vous voulez, ça c'est à rapprocher également de cette grande direction vers le fameux revenu de base universel qui a été présenté comme une mesure sociale, mais qui est évidemment, comme toujours, quand on vous donne quelque chose, posez-vous la question de du pourquoi derrière et de à qui ça profite potentiellement quand même. Là, évidemment, on est clair que dans cet article que je vous recommande, c'est en anglais, mais je vais essayer de vous en parler. C'est un article paru sur le site Zero Hedge, qui est souvent très pertinent, zerohedge.com. L'article s'intitule Two-thirds of workers in developing nations to be replaced by robots, report warns. Là, tu me perds en anglais. Je vais te le redire doucement et en français. Oui. Alors, 2/3 des travailleurs dans les pays en voie de développement seraient bientôt remplacés par des robots, selon un rapport. Et ce rapport, c'est ça qui est inquiétant, provient des Nations Unies. Donc, c'est un article de novembre 2016. Ce rapport des Nations Unies qui est évoqué dans cet article évoque donc notamment le fait qu'il y aurait environ 2/3 des travailleurs dans les pays en voie de développement qui seraient remplacés par des automates, sachant que, en fait c'est cynique, hein, mais ils disent que les plus touchés seraient les pays en voie de développement parce que ces travaux, ces jobs, on va dire, hein, ces emplois, essentiellement dans le secteur secondaire, donc le secteur de l'industrie, ont déjà disparu dans les pays développés. Et donc, ce seraient eux qui seraient les plus touchés. Vous inquiétez pas, ou plutôt inquiétez-vous. Nous aussi, notre tour viendra, mais par rapport, évidemment, à notre économie qui est maintenant basée plus sur les services. Les métiers d'avenir, par exemple. Programmeurs, inventeurs de machines, etc., dans un tout premier temps. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont rodés, les machines, il n'y a plus que de la maintenance, il y a beaucoup moins de conception à faire, il y a beaucoup moins de monde employé. C'est une question de manœuvre, en fait. Si tu veux, dans un premier temps, tu as besoin de travaux, enfin de mains, si tu veux, et d'esprit surtout, pour faire. Ensuite, tu as besoin d'esprit et de mains pour concevoir les machines qui vont faire. Et puis, une fois que les machines sont conçues, qu'elles tournent, qu'elles sont peaufinées, que les logiciels fonctionnent, etc., tu as besoin d'un nombre très réduit de personnes pour l'entretien des machines. Et tous ceux qui, dans l'intervalle, ont été leurrés à penser que de leur boulot pour faire, ils sont passés à un boulot plus, on va dire, créatif et intéressant pour concevoir, ça aura concerné déjà beaucoup moins de monde, parce qu'on a besoin de beaucoup moins de monde pour faire ça que pour faire, on va dire, pour concevoir et pour réaliser des machines, il y a besoin de moins de monde que pour faire le travail lui-même. Et puis, évidemment, ces gens-là ne se rendent pas compte que dans une troisième phase, leur boulot, il a disparu aussi, quoi. Voilà. Alors, ce que je veux dire là-dessus, et ce qui est très important, c'est que les Nations Unies, dans leur rapport, là, soulignent le fait qu'un revenu universel de base sera nécessaire afin d'apaiser les 75% de l'humanité qui sont laissés sans travail. Voilà. Donc, vous avez ici un cynisme patent pour ceux qui arrivent à lire entre les lignes. On n'est pas du tout dans une mesure sociale avec ce revenu de base universel, on est juste dans une mesure d'apaisement pour essayer de tenir un peu en respect une humanité dont on sait depuis déjà au moins 25 ans, puisque je vous parlais du premier forum sur l'état du monde de 95 à San Francisco, dont on sait déjà depuis 25 ans que la direction qu'on prend et qu'on va faire prendre au monde, parce que rien n'est nécessairement inéluctable. Le monde d'aujourd'hui et le monde qu'on nous prépare, c'est le résultat de choix. C'est le résultat de choix de certains. On pourrait tout à fait décider d'orienter le monde dans une autre direction. Le futur n'est pas écrit. C'est certaines personnes qui l'écrivent, des personnes très influentes, très riches, qui ont une énorme influence sur le reste du monde en cascade, mais tout ce qu'on nous présente comme étant le progrès, comme inéluctable et comme, on va dire, le futur, futur égale progrès, progrès égale futur, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Voilà.
Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'effectivement, les gens comprennent bien que non, les chômeurs ne sont pas responsables de leurs maux et c'est pas en leur coupant les vivres qu'ils vont trouver plus de boulot, parce qu'on est dans un contexte international où on orchestre une pénurie de travail avec un remplacement par les robots. Alors, ceci se place évidemment à tous les niveaux, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Secteur primaire, l'agriculture, on sait bien déjà avec l'après-révolution industrielle, c'est-à-dire la révolution agricole, qui a eu un remplacement de beaucoup de travailleurs agricoles par des machines. Il y a eu un exode rural très important qui est venu grossir les rangs des ouvriers dans les grandes villes pour l'essor du secteur industriel, du secteur secondaire. Cette mécanisation maintenant, elle est arrivée à un stade ultime quasiment au niveau agricole. Vous avez très peu de gens, même dans un pays très agricole comme la France, qui sont encore employés dans ce secteur, à peu près 2% de la population, ce qui est très minime. Vous avez des machines qui deviennent de plus en plus perfectionnées, mais qui coûtent de plus en plus cher. Les agriculteurs, ils le disent, hein, les jeunes, ils s'intéressent plus forcément à tout ce qui est agriculture, le côté... De toute façon, il faut quand même comprendre que, en fait, on n'a pas énormément évolué dans même si la mécanisation est passée par là, on a plutôt une grande solitude de la part des agriculteurs qui justement souvent sont seuls sur leur exploitation ou en couple, mais surtout ils ont un revenu qui est absolument ridicule. Donc une difficulté de vie qui reste énorme, une pression qui reste énorme, même si finalement ils sont beaucoup moins, je dirais les mains dans le cambouis si on peut dire, ou les mains dans la terre, les mains dans la terre. Je vous invite à regarder cette émission de Cash Investigation. C'est-à-dire à propos évidemment de la manière dont les agriculteurs sont tondus, c'était où va l'argent du beurre? D'accord. Donc, en fait, la notion de cette surmécanisation, on peut dire, c'est qu'elle endette encore un peu plus les agriculteurs. C'est un miroir aux alouettes qu'on leur fait miroiter, où on leur dit qu'effectivement, s'ils font ça, ils vont pouvoir produire plus et donc mieux vivre quelque part. Sauf que derrière, par exemple, là, pour le cas des quotas laitiers qui ont été abandonnés, vous avez eu une chute des prix énorme derrière et vous avez effectivement une très grande production. Mais si on leur paye à un coût inférieur au coût de revient, de toute façon, ils se retrouvent dans la dèche et surendettés, puisqu'en plus, ils ont dû acheter des appareils et des machines de traite tout automatiques et des choses comme ça qui sont mirifiques, mais qui effectivement leur plongent encore un peu plus la tête sous l'eau. Et on voit des pays comme par exemple la Nouvelle-Zélande, où il y a eu un boom énorme de développement agricole au détriment de l'environnement local d'ailleurs, parce qu'ils irriguent les prés là-bas en pompant allègrement sur les nappes phréatiques, mais d'une manière absolument non soutenable. Donc ça n'aura qu'un temps. Et où on voit, pareil, des agriculteurs extrêmement endettés qui sont vraiment, pareil, sur le fil du rasoir, quoi. Donc, cette notion de surmécanisation, on a atteint un stade où, de toute façon, ce n'est pas soutenable. Et puis, on dirige l'ensemble des gens vers une sorte d'énormes unités de production qui sont des usines, comme la ferme aux 1000 vaches, vous souvenez, qui a fait un peu débat. Et on remplace des petites unités structurelles indépendantes, plus humaines, avec des gens qui ont plaisir à avoir un emploi et puis avec des relations avec leurs animaux, avec voilà des choses humaines et à taille humaine par des usines en fait. Hein. Et c'est exactement ce que on évoquera tout à l'heure, j'espère, si on a le temps, avec Amazon, parce que avec ces deux livres, Le Monde selon Amazon, selon Amazon, oui. Voilà, et puis en Amazonie. Voilà, on voit qu'effectivement, on remplace énormément d'emplois qui étaient par exemple des emplois de libraires, qui étaient des emplois variés, autonomes, avec un contact avec la clientèle, etc., par des usines à colis, si vous voulez, avec pas de la chair à canon, mais de la chair à carton, qui vivent et qui travaillent surtout dans des conditions absolument dantesques et extrêmement nocives, avec des accidents du travail énormes. Tout ça parce que dans un premier temps, ils sont moins chers que des robots. Mais on le verra, la technique de robotisation, y compris dans ce secteur tertiaire-là, se prépare. C'est marrant parce que tu as toujours des articles ou des livres avec des noms très, très chocs. Et j'aime bien les noms chocs. Ouais. Voilà. Et puis de toute façon, ici, on est sur des thèmes qui sont choquants. Donc c'est bien que ces auteurs aient trouvé des formules adaptées pour réveiller les auditeurs. Je veux réveiller les esprits, oui. Tout à fait. Voilà. Alors donc effectivement, secteur primaire, comme on le voit, des gens déjà disons extrêmement pris au piège aussi par ce qu'ils sont en train de vivre. J'insiste aussi sur cet autre élément, par exemple, avec une émission de Canal+, figurez-vous, qui évoque les agro-hackers. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Non, ça vous dit rien. Alors les agro-hackers, en fait, il s'agit de personnes qui sont des rebelles de l'agriculture aux États-Unis, parce qu'en fait, ils ont malheureusement perdu la main sur la réparation de leur matériel. Ils ont acheté des appareils ultra sophistiqués, des moissonneuses-batteuses, tout automatisées, des choses comme ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'effectivement, s'il y a le moindre problème technique, en particulier généralement au moment du plein boom, au moment de la moisson ou tout le reste, ils ne peuvent rien réparer. Ils sont pieds et poings liés dans les mains de la société qui leur a vendu la machine, parce que en fait, tout est automatisé, donc tu as un logiciel propriétaire. Et voilà, tout est électronique, informatique. Exactement. Mais donc, ils ont plus la main sur la mécanique. Et ils ne peuvent rien faire. Mais même, ils pourraient, parce que potentiellement, ils pourraient être assez doués en informatique quand même. Il y en a qui s'y mettent. Pas sûr. Voilà. Eh bien, non, le logiciel est propriétaire. Et donc, ce que vous voyez dans cette émission, donc c'est Canal+, le 24 septembre 2017, les agro-hackers, l'effet papillon. Ouais. Eh bien, vous voyez des fermiers qui se rebellent et qui récupèrent des logiciels ukrainiens piratés ou autres pour essayer de retrouver la main. Parce qu'en fait, même s'ils ont réparé la pièce au niveau mécanique, ils ne peuvent pas relancer leur appareil parce que il faut des manœuvres électroniques au niveau du logiciel de la machine et ils n'ont pas la possibilité de le faire. Et donc, ça leur coûte très cher, évidemment, en maintenance. Et en plus, ça les bloque parce qu'il y a des longues files d'attente, parce que c'est généralement au moment des moissons pour tout le monde ou des choses comme ça que ça se présente. Et du coup, ils perdent leur récolte. Donc ça, c'est déjà hallucinant. Et en plus, il y a le big data. Donc là, c'est effectivement, on récupère toutes les informations sur leurs pratiques agricoles que l'on monnaie à leurs concurrents, potentiellement, contre monnaie sonnante et trébuchante, ce qui évidemment irrite un certain nombre de fermiers qui ne veulent pas que leur méthode de travail, leur calendrier de travail et tout le reste soit nécessairement diffusé. Et là encore, on est dans quelque chose où on les prend au piège. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'était le secteur primaire. Le secteur secondaire, donc l'industrie. Donc, on a énormément, évidemment, d'industries qui ont été délocalisées. En France, nous n'avons pratiquement plus que des industries extrêmement automatisées avec, par exemple, l'industrie automobile, où vous avez, évidemment, sur les chaînes de montage, essentiellement des robots. À l'étranger, vous savez qu'il y a énormément donc, de délocalisation vers les pays en voie de développement, comme la Chine, par exemple, qui a énormément donc récupéré de nos industries, mais qui se retrouve, elle aussi, dans une démarche de modernisation, si on peut dire, en tout cas de robotisation de ces industries. Alors pour cela, je vous invite à regarder cet article intitulé « La Chine investit massivement sur la robotique pour son industrie ». Alors c'est sur 24hgold.com, 24hgold.com. Ça provient de l'économiste Charles Sana, de la lettre Insolencia. C'est publié le 25 février 2019 et ça explique comment on a une hausse effectivement très importante. Par exemple, rien qu'entre 2016 et 2017, à peu près 30% d'automatisation en plus des industries chinoises, et que le gouvernement est dans le gouvernement chinois, la Banque centrale chinoise est dans une démarche vraiment d'encourager, à la fois d'un point de vue politique et d'un point de vue financier, toutes les entreprises qui pourraient vouloir développer un maximum la robotisation là-bas. Sachant que, alors on nous dit, alors c'est un article là qui est issu de leur agence de presse officielle chinoise, l'agence Xinhua. Et donc, on dit qu'effectivement, la Banque centrale estime qu'une gamme plus large d'applications de robots industriels devrait atténuer la pression provoquée par la hausse des coûts de main-d'œuvre et répondre aux besoins de la production flexible, intelligente et allégée. D'accord ? Alors vous voyez qu'on est là-bas également dans quelque chose qui est en passe de devenir effectivement une autre révolution industrielle, avec cette fois une perte énorme d'emplois par... Donc on retrouve ça un peu partout dans le monde. Donc on retrouve ça un peu partout, si vous voulez. Les emplois dans le secteur industriel ont quitté les pays développés, sont allés dans les pays en voie de développement parce que la main-d'œuvre était moins chère. Mais à partir du moment où la main-d'œuvre devient plus chère là-bas, eh bien c'est toujours la politique de la diminution des coûts, quelles que soient les conséquences sur l'être humain, et donc on va robotiser. Donc vous pouvez anticiper énormément de chômage là-bas aussi, donc peut-être potentiellement énormément de pression sociale et de révolte sociale, d'où peut-être le passage de ce fameux permis de vivre à point dont on a parlé déjà en Chine, où tout ce que vous faites avec des caméras de reconnaissance faciale et autres est pisté en temps réel. D'ailleurs, Amazon a développé un logiciel qui s'appelle Recognition et qui est vendu notamment à la police américaine, mais également à d'autres clients, pour faire du pistage de reconnaissance faciale à travers des flux vidéo
en temps réel. Donc, autant vous dire que ça ne va pas se limiter qu'à la Chine, mais on peut être sûr qu'effectivement, quand on a une situation où il risque d'y avoir des révoltes, disons, de masse, eh bien, un système autocratique de contrôle est absolument nécessaire. Et on se demande s'ils ne sont pas en train de le préparer. Voilà, on n'a pas eu le temps aujourd'hui de parler du secteur des services, à part juste une petite allusion, mais je vous propose la semaine prochaine de développer cet aspect-là spécifiquement avec l'exemple d'Amazon et en ouvrant sur le reste. Voilà. Merci beaucoup, Maud. Merci.